Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un vent sec et chaud balayait les rues de Montclair, comme pour rappeler à ses habitants la poussière du passé que la ville refusait encore d'admettre. Située dans le sud des États-Unis, Montclair était ce genre de ville qui voulait paraître réconciliée avec elle-même, qui repeignait ses façades, qui vantait son centre-ville rénové, mais dont les fondations sociales restaient fissurées par des décennies de ségrégation, de silence complice et de regards fuyants. Les bâtiments en briques rouges du centre-ville vibraient sous le soleil écrasant de midi. Les vitrines des cafés renvoyaient des éclats de lumière qui aveuglaient brièvement les passants. Une odeur de bitume chaud et de hot-dog grillés flottait dans l'air. Les trottoirs, larges et bordés d'arbres maigres, étaient animés par le balai du quotidien. Des employés de bureaux sortis prendre l'air, des étudiants en pause, des touristes avec leurs appareils photos, des mères poussant des landaux, des livreurs pressés. Chacun allait quelque part, sans vraiment regarder l'autre. Et dans cette foule se détachait une silhouette. Un homme. Grand, noir, droit comme un chêne enraciné dans la terre du Sud. Il portait un costume bleu marine parfaitement taillé, une cravate sobre, une chemise immaculée. À la main, une mallette en cuir patiné, discrètement luxueuse. Guberneurilaiche Marcus Bryant. Premier Afro-Américain à avoir été élu à la tête de l'État. Un symbole vivant de ce que Montclair prétendait être devenu et de ce qu'elle n'était pas encore. Ce jour-là, Elia avait choisi de marcher. Pas de limousine, pas de cortège officiel, pas d'agent de sécurité à l'oreillette. Juste lui, ses pensées, et la rue qu'il refusait d'abandonner au fantasme de la peur ou du mépris. Il avait un rendez-vous important avec des leaders communautaires, mais ce n'était pas le genre de rendez-vous que l'on honore enfermé dans du verre teinté. Il voulait voir la ville, la respirer, l'écouter. Il passa devant une librairie où un vieil homme noir lisait paisiblement sur le perron. Un gamin le reconnut et lui fit un signe discret de la main. Elia lui répondit d'un léger sourire. La dignité ne criait pas, elle rayonnait. Mais à une intersection, cette paix maîtrisée fut violemment interrompue. Une voiture de police freina brusquement, faisant crisser les pneus sur l'asphalte. Elle se plaça de travers, barrant presque le passage. Le grondement du moteur semblait annoncer la suite comme une menace sourde. « Et, vous là !» hurla une voix sèche, métallique, agressive dès la première syllabe. Lepale si Travis MC Connell descendit. Blanc, la quarantaine, mâchoire serrée, démarche pesante. Son uniforme semblait avoir perdu sa tenue, comme usé par l'habitude de dominer plutôt que de servir. Il tenait son ceinturon d'une main lourde, l'autre posée non loin de son arme. Son regard ne cherchait pas à comprendre. Il évaluait, classifiait. Condamned. Elia se retourna, sans brusquerie, sans peur. « Bonjour, officier. Puis-je vous aider ?» dit-il d'un ton posé. « Ce quartier est réservé aux officiels et aux membres accrédités. Je vous ai vu rôder ici. Je suis en chemin pour un rendez-vous dans le bâtiment administratif. Pas ce que je vous ai demandé. Sortez vos papiers. Maintenant. » Il ne criait pas. Mais chaque mot était chargé d'un mépris contrôlé, d'un pouvoir mal digéré. Un silence se fit autour d'eux. Les passants ralentirent. Une serveuse derrière la vitrine d'un café posa sa tasse. Un livreur, les mains sur le guidon de son vélo, restait figé. Un téléphone se leva, puis 2, puis 10. Elia inspira profondément. Il avait connu cela. Toute sa vie. L'examen, le soupçon, le regard qui cherche la faute dans ta couleur de peau. Mais aujourd'hui, il n'était pas un étudiant pris à partie. Il n'était pas un militant. Il était le gouverneur. Il sortit calmement son portefeuille, tendit sa carte. MC Connell et Arracha. Pas par nécessité, mais par habitude. L'habitude de rabaisser, de contrôler, d'imposer une hiérarchie invisible, celle où un homme noir ne peut exister que par tolérance, jamais par droit. Quand ses yeux tombèrent sur le nom, son visage se figea. Ilaiche Marcus Bryant, gouverneur de l'État de Caroline. Le papier semblait soudain brûler entre ses doigts. Il pâlit. Son regard se troubla. Il déglutit. Elia, toujours immobile, reprit ses papiers avec une lenteur mesurée, puis le regarda, droit dans les yeux. « Vous saviez qui j'étais. » Enenon,
Monsieur le gouverneur. Et si je n'avais pas été le gouverneur? Si j'avais été un autre homme noir, en costume, qui marche avec assurance, dans un quartier trop calme pour vous. McConnell ouvrit la bouche, mais aucun mot cohérent ne sortit. Elia s'approcha d'un pas. Il n'y avait aucune menace dans son geste. Juste une autorité souveraine, nue, irréfutable. Je ne suis pas ici pour vous humilier, officier. Je suis ici pour servir un peuple dont vous faites aussi partie. Mais comprenez ceci, votre uniforme n'est pas un passe-droit pour l'arrogance. Ni une arme pour assouvir vos préjugés. Puis, il tourna la tête vers la foule, éleva légèrement la voix, non pas pour crier, mais pour que l'histoire l'entende. Aujourd'hui, ce n'est pas moi que vous avez tenté d'arrêter. C'est ce que je représente. Un homme noir, debout, digne, et à sa place. Il rangea sa carte, referma son portefeuille, et reprit calmement sa marche. Il ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Autour de lui, les regards s'étaient transformés. Des yeux pleins de respect. De admiration. De conscience. La ville, pour un instant, se tut. Et Travis McConnell, figé sur le trottoir, sentit le poids de 100 téléphones braqués sur lui, comme un tribunal silencieux. Pas celui des juges. Celui du peuple. Le soir même, dans le calme apparent de leur foyer, des milliers de Montclariens et bien au-delà des frontières de la ville virent défiler sur leurs écrans un événement qui allait marquer un tournant. Les images, captées par plusieurs passants et publiées instantanément sur les réseaux sociaux, étaient brutales et saisissantes. On y voyait le policier Travis McConnell, le visage fermé et le ton sec, arrêtant un homme élégant en costume bleu marine. L'homme ne résistait pas, répondait avec calme aux ordres, mais se voyait traité comme un simple suspect. Le contraste était saisissant. Un gouverneur noir, élu démocratiquement, réduit à un simple numéro dans une routine policière abusive. Très vite, les vidéos devinrent virales. Sur Twitter, les hashtags gouverneur Bryant, #profilage racial, #justice visible explosaient en popularité. Des milliers de messages, partages, réactions, commentaires indignés affluaient de tous les coins du pays. Sur TikTok, les clips montés en boucle montraient les gestes, les regards, les mots, amplifiant l'émotion collective. Sur Instagram, des posts puissants relataient des témoignages, mêlant colère, solidarité et espoir. Dans les jours qui suivirent, la pression médiatique monta en flèche. Des journalistes, jusque-là absents des petites rues de Montclair, envahirent la ville. Des équipes de télévision braquèrent leurs caméras sur le commissariat, sur les lieux de l'incident, sur les quartiers où la tension sociale couvait depuis longtemps. Le service de police ouvrit une enquête interne, une mesure d'apparence nécessaire mais lourde de scepticisme. Les voix s'élevèrent, souvent polarisées. Certains défendaient McConnell, parlant de procédure, de stress au travail, d'erreurs humaines. D'autres dénonçaient un système profondément raciste, où l'arrestation d'Elia n'était qu'une manifestation visible d'un mal plus grand. Mais Elia Marcus Bryant refusa fermement de jouer le rôle de la victime. Il connaissait trop bien ce piège, celui qui confine l'homme noir à une posture de souffrance, oubliant son pouvoir d'action. Quelques jours après l'incident, il organisa une conférence de presse dans une grande salle municipale. Sur scène, il ne se tenait pas seul. À ses côtés, des familles dont les enfants avaient été victimes de violences policières. Des anciens policiers noirs, aujourd'hui réformateurs passionnés. Des militants, des élus locaux, des citoyens engagés. Devant les caméras du monde entier, Elia prit la parole d'une voix claire et déterminée. Ce que vous avez vu hier n'est pas un cas isolé. Ce que j'ai vécu, d'innombrables autres le vivent chaque jour, sans caméra, sans titre, sans voix. Un silence recueilli suivit. Mon devoir n'est pas de me plaindre, mais d'agir. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur le profilage racial systémique qui gangrène notre système de justice. Nous devons garantir que chaque citoyen soit traité avec dignité, respect et justice, quelle que soit sa couleur, son milieu ou sa tenue. Il annonça alors une initiative majeure, la mise en place d'un projet de loi portant son nom, la loi Bryant sur l'intégrité policière. Cette loi proposait plusieurs mesures concrètes et ambitieuses. L'obligation pour tous les policiers de porter une caméra corporelle en permanence durant leurs interventions. La mise en place de formations obligatoires et annuelles en justice raciale, destinées à déconstruire les préjugés et à sensibiliser les forces de l'ordre à la diversité.
La création d'un registre public et transparent des plaintes disciplinaires contre les policiers, accessible à tous les citoyens. Les applaudissements furent longs, vibrants. Beaucoup dans la salle savaient que cette loi pourrait changer le cours des choses. De son côté, Travis McConnell fut rapidement convoqué devant une commission de discipline publique. Devant les caméras, face à ses supérieurs et au public, il dut rendre des comptes. Je ne savais pas qui il était. Balbutia-t-il, cherchant à justifier son comportement. L'enquêtrice, une femme calme mais ferme, lui répondit. Justement. C'est là le cœur du problème, monsieur McConnell. Vous ne l'avez pas arrêté parce qu'il faisait quelque chose d'illégal, mais parce qu'il était noir, sûr de lui, et que votre regard l'a condamné avant même qu'il parle. Un silence lourd s'abattit dans la salle. McConnell fut suspendu de ses fonctions, le temps d'une formation intensive. Ce stage, imposé par la nouvelle administration Bryant, était dirigé par d'anciens policiers noirs, ayant quitté la profession pour dénoncer les abus qu'ils avaient eux-mêmes subis et vus. Pendant plusieurs mois, il fut confronté à la réalité des violences systémiques, des préjugés ancrés dans la culture policière, mais aussi à des histoires de courage, de changement et de rédemption. La presse suivit ce parcours, qui devint un symbole d'une volonté collective de changement. Dans les rues de Montclair, quelque chose avait changé. Les discussions dans les cafés, les débats dans les écoles, les réunions de quartier prenaient un ton nouveau. L'incident, filmé, partagé, débattu, n'était plus seulement une injustice isolée. Il était devenu un appel à la conscience. Pour Elijah Marcus Bryant, ce combat était loin d'être terminé. Mais cette nuit-là, alors qu'il regardait les étoiles au-dessus du balcon de sa maison, il sut qu'il avait planté une graine. Une graine d'espoir, de justice, et surtout, de dignité. Le nom d'Elijah Marcus Bryant résonna bien au-delà des frontières de Montclair. Dans tout le pays, son visage devint un symbole puissant, non pas pour une posture héroïque flamboyante, mais pour la force tranquille d'un homme qui refusa de plier sous le poids du racisme. Dans les écoles, les enseignants racontèrent cette histoire dans les cours d'éducation civique, la présentant comme un exemple de dignité et de courage moral. Les enfants, particulièrement les jeunes garçons noirs, s'identifièrent à cette image. Eux aussi, vêtus de petits costumes lors de représentations ou de jeux, mimaient fièrement la posture ferme et sereine du gouverneur dans la rue ce jour-là. Ce geste simple, marcher avec assurance dans un monde qui trop souvent cherche à les invisibiliser, devint un acte de résistance. Mais Elijah lui-même ne cherchait pas la gloire. Pour lui, tout cela n'était qu'un début. 1 an plus tard, lors d'une cérémonie officielle au Capitole, devant une foule attentive et émue, Elijah prononça un discours qui allait marquer les mémoires. « Je ne veux pas être admiré, dit-il, la voix posée mais vibrante de conviction. Je veux que chaque jeune homme de ce pays puisse marcher dans la rue avec l'assurance d'être respecté. Pas parce qu'il est connu, pas parce qu'il porte un costume, mais parce qu'il est simplement humain. Parce qu'il mérite cette dignité, cette reconnaissance, sans condition. » Il insista sur ce principe fondamental, rappelant que la justice et le respect ne devaient pas être des privilèges accordés à quelques-uns, mais des droits universels. De son côté, Travis McConnell, le policier dont l'arrestation maladroite et humiliante avait déclenché cette onde de choc, changeait profondément. La suspension, la formation, les confrontations avec ses propres préjugés avaient ébranlé ses certitudes. Un jour, dans un geste inattendu, il demanda à rencontrer le gouverneur en privé. La requête fut acceptée, mais la rencontre se tint loin des projecteurs, discrète, presque secrète. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à face, McConnell, la voix tremblante, lui dit sans détour. « Je ne vous demande pas pardon. Je vous demande comment changer. » Le poids de ces mots était immense, témoignant d'une humilité nouvelle, d'une volonté sincère de se réconcilier avec lui-même et avec ceux qui l'avaient blessé. Elijah, le regard grave mais sans animosité, répondit doucement. « Commence par écouter. Écoutez vraiment. Puis marche à mes côtés, non devant moi, non derrière. Juste à mes côtés. » Alors, dans une rue tranquille de Montclair, loin des caméras et des discours, ils marchèrent ensemble. 2 hommes que tout semblait opposer. 2 trajectoires distinctes, 2 histoires différentes. Pourtant, côte à côte, ils incarnèrent l'espoir d'un avenir possible, où le dialogue remplacerait la confrontation, où la compréhension grandirait là où il n'y avait que suspicion. Ce jour-là, ils ne marchaient pas pour l'histoire, ni pour la gloire. Ils marchaient pour l'avenir. Un avenir où chaque pas, même le plus discret, peut faire la différence.